Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes sur un territoire que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté, qui est le territoire de la pointe de la presqu'île du Cap-Ferret. Je suis ici aujourd'hui, c'est pour aborder avec Benoît Barterotte en fait des sujets qui sont fortement d'actualité aujourd'hui, avec la problématique que l'on connaît sur l'érosion du littoral, particulièrement récemment donc en perspective le sujet du renforcement de la digue et du trait de protection de la Cano Océan, et puis bien entendu la destruction de cet immeuble Le Signal à Soulac. Alors moi je suis venu ici pour que l'on échange ensemble en fait sur sur son avis, sur aujourd'hui les stratégies qui sont complètement opposées entre celles de Soulac et celles de la Cano Océan. Et puis en fait, quid de notre point du Cap-Ferret. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors Benoît, moi j'avais une première question, Benoît. Voilà, déjà, quel est ton avis d'un point de vue technique avec l'expérience que tu as? Parce que ça te paraît cohérent ce qui se passe au Signal avec la destruction de l'immeuble? Bon, le Signal, il date de la MIACA, Mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine. Et quand Pompidou avait succédé à De Gaulle, les balles ne sifflaient plus de la décolonisation. Donc il s'agissait de faire du fric à tout prix. C'était le mental. Il Voilà. faut pas oublier que c'était un banquier. Donc il avait décidé de tailler des croupières à Franco avec sa Costa Brava et sa Costa del Sol, Oui. qui ramassaient les devises du tourisme de toute l'Europe. Alors, il avait donné pour mission à un haut fonctionnaire à Poigne, qui était Émile Biasini, de bétonner depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'à l'embouchure de la Dour. Et le Signal était un exemple de ce qu'il voulait faire, comme l'appartement témoin, c'était l'immeuble témoin. On a pu voir d'ailleurs aux actualités récemment, on a pu voir effectivement à l'époque Jacques Chaban-Delmas et tous les politiques qui sont en fait que c'était l'avenir, qui insistaient sur... Ils étaient convaincus que c'était l'avenir et qu'il nous amenait le progrès. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Bon. Bon, donc la destruction aujourd'hui, elle est inévitable. Voilà, la destruction Et est-ce qu'elle était... est évidemment inévitable. Et il n'aurait jamais fallu construire en bordure de la côte aquitaine qui recule depuis 200 ans puisqu'il n'y a plus de production de sable. La production, elle s'est faite à l'époque glaciaire, qui est finie quand même depuis très longtemps. Donc le sable, il part depuis là-haut, depuis Soulac, et il descend, et puis il finit dans le gouffre de Cabreton. Quand il est au fond du gouffre de Cabreton, il remonte jamais, il faut savoir. Donc le sable, il va reculer de 2,50 m par an sur toute la côte, aussi bien du Médoc que des Landes, pendant les 100 ans à venir comme dans les 100 ans précédents. Et le changement climatique ne va pas améliorer la situation. Donc ça reculera de 2,50 m par an. Donc il est complètement ridicule, alors qu'on sait ça depuis 100 ans déjà, d'avoir construit en bordure de la côte aquitaine. Alors, maintenant le sujet c'est sur la Cano. Parce que moi ça me... Bon, c'est fait, le mal est fait. C'est-à-dire ça a été construit. Oui, ça a été construit. Bon, ça a été construit. Et autant on peut démolir le Signal, autant il est difficilement concevable. Mais en revanche, il y a encore des immeubles qui se construisent sur la façade de la Cano. C'est abusif. C'est-à-dire il va falloir que l'argent public de l'Europe, de nous tous, abonde pour protéger des immeubles qu'on décide de construire maintenant, ou qu'on fait construire maintenant. C'est une honte absolue. Si c'était les gens qui occupaient ces immeubles, ou qui les faisaient, ou qui en avaient les revenus, qui faisaient la défense, on pourrait à la rigueur l'entendre. Mais dans le cas contraire, c'est absolument impossible. Bien sûr que maintenant que l'urbanisation est faite à la Cano, il faut essayer de la défendre, mais en la défendant, on va appauvrir en aval, puisqu'on va bloquer le transit du sable nord-sud, et on va appauvrir en aval. C'est-à-dire ça va avoir des conséquences sur l'aval. Mais l'aval, qui va recevoir moins de sable et qui va reculer, est-ce que c'est si grave? À qui appartient-il? Est-ce qu'il y a des villas en bordure? Peut-être pas. Donc au fond, s'ils défendent la Cano, ça va s'appauvrir en aval, c'est-à-dire au sud de la Cano. Est-ce que ça aura des conséquences très graves? Il faudrait les évaluer. Et toi, Benoît, quel est ton regard sur la mobilisation européenne, des régions, de l'ensemble des collectivités pour protéger le front de mer de la Cano? Quel est ton regard par rapport à ça? Moi, mon regard... difficultés que tu as ici. Non, mon regard, moi, c'est que c'est les gens de la Cano qui doivent payer la défense de la Cano. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je lisais aujourd'hui, alors tu vérifieras, hein, il y a 70% en fait des fonds là, sur cette première protection qui est financée par la région et l'Europe. Bon, je trouve ça anormal parce que défendre la façade de la Cano, c'est pas un intérêt public, c'est un intérêt pour les gens qui sont là.
C'est pas d'intérêt public. Moi, j'ai jamais voulu, par exemple, que l'État participe d'un seul centime ici. Ça serait totalement normal. Et pourtant, nous, on défend beaucoup plus de biens publics qu'à la Cano. C'est ce que j'allais dire. Parce que la pointe n'existerait pas si on n'était pas là. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on évite de confondre le recul de la côte aquitaine, qui est un recul inéluctable de 2 mètres, 2 mètres 50 par an, et le recul de la pointe du Cap Ferret, qui n'a pas une cause naturelle, qui a une cause anthropique. C'est pas la même chose. Et ensuite, c'est pas du tout le même recul. C'est pas un recul de 2 mètres 50 par an. Nous, on avait quand même 2 km de plus en 1826. Et on a perdu, comme tu le sais, 700 mètres depuis 1973. Donc nous, c'était un recul extrêmement rapide qui est dû à la fixation des dunes. Alors, c'est pas pareil. Quand on a inventé le chemin de fer, avec des rails de Coville et des planches larges comme ça et des rails larges comme ça, on pouvait faire passer des wagonnets et fixer les dunes. Donc, il n'y avait pas un pain sur la presqu'île avant ça. Donc, on a fixé les dunes depuis Soulac et tout ce sable, comme les vents dominants en nord-ouest, qui venait à la pointe et qui l'allongeait d'1 kilomètre à toute vitesse, mais à partir de 1826, ça s'est bien raccourci. Il n'y a pas eu un changement climatique, un bouleversement climatique en 1826 qui explique que la pointe se mette à reculer. C'est bien l'intervention de l'homme. Non, bien sûr. C'est d'une part le durcissement de la façade d'Arcachon qui a créé un déflecteur qui envoie les 2 tiers des eaux du bassin sur la pointe. Ça fait 400 millions de mètres cubes 2 fois par jour à marée descendante. Et de l'autre côté, l'alimentation d'eau stable qu'on a stoppée en fixant les dunes. Toutes les dunes de l'herbe, de Piqueil, tout ça, c'était des dunes blanches. Elles tombaient dans le bassin et le chenal de Piqueil les entraînait vers la pointe. Donc, de toute façon, la pointe ne pouvait que disparaître si on faisait rien. Donc, c'est pas pareil de défendre la pointe que de défendre la côte aquitaine. Voilà. Mais le résultat, c'est quand même bien de protéger à la fois un territoire, et des habitations, des gens qui y vivent, et aussi un peu d'économie. Voilà, complètement. Il suffit de regarder la cartographie du BPRL pour connaître les prévisions de l'État. Les prévisions de l'État, c'est que la pointe sera au phare dans pas longtemps. Voilà, donc, c'est moi qui ai empêché ça. Alors aujourd'hui, ils essaient de tourner autour du pot, là. On ne sait pas trop pourquoi le recul, tout d'un coup, s'est arrêté. Parce qu'il ne faut pas trop attribuer de mérite à Bartherone, puisque Bartherone combat les projets immobiliers. Et que les projets immobiliers, tout le monde mange. Les maires, les promoteurs immobiliers, les machins, et on consomme le pays, et après, il n'y a plus rien. Parce qu'une fois qu'on a massacré le pays, il ne vaut plus rien. Ce sont des politiques à court terme, et malheureusement, l'État, avant, il était le défenseur du long terme, et maintenant, il est souvent à la remorque des élus. Et ça, c'est très emmerdant. Or, l'élu, lui, ce qu'il veut, c'est développer à court terme. Il est élu pour 5 ans. Voilà. Bon, merci Benoît. Alors, Benoît, faisons un petit point rapide sur les travaux que tu as menés encore cet hiver, en fait. Oui. T'en es où? Enfin, tu as dû faire venir encore, j'imagine, beaucoup de camions, beaucoup de tonnes. J'ai quand même mis... Il ne faut pas oublier que la digue qui retient la pointe a 40 mètres de haut, et 41 mètres, et qu'il faut l'entretenir. C'est c'est plus gros et plus profond qu'un porte-avions. Hein. Donc il faut l'entretenir, et j'ai mis plus de 250 camions depuis le 23 décembre. Il y a les factures. Donc, évidemment, à ce prix-là, elle est consolidée. Et la pointe ne recule absolument plus. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'il y a encore 1 an ou 2 ans, le CIBA prétendait prendre 14 millions à l'Europe et à la région, à 80% en tout cas, soi-disant pour amener du sable à la pointe, où vous avez vu, elle est envahie de sable. Donc la pointe, il suffisait d'allonger ma digue pour qu'on soit envahi de sable. Entre le mois de juin et le mois de décembre, on a gagné 140 000 mètres cubes de la pointe de ma digue au blocos. Et là, jusqu'au 21 décembre, et depuis le 21 décembre, je pense que j'ai encore gagné 150 000 mètres cubes. D'accord. Alors voilà, bon, merci Benoît pour cet éclairage. Et regardez cette digue, ce combat qui dure. On fait d'abord une fondation. Dessous, on a mis du très gros, que tu en as peu. On a mis du très gros dessous. Et par-dessus, on met du fin pour pouvoir rouler avec les pelles. Et puis, que ça rentre dans tous les interstices. Merci Benoît. Merci à toi.